Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Bobines partagées. Je suis très heureuse de vous parler aujourd'hui d'un film merveilleux, un des plus beaux, à mon avis, de l'histoire du cinéma, Quand passent les cigognes de Mikhaïl Kalatozov, sorti en 1957. C'est la première fois dans ce podcast qu'on se plonge dans le cinéma de la Russie, ou plutôt dans notre cas, de celui de l'URSS. Et croyez-moi, ce film est bien loin de ressembler à l'image qu'on se fait du cinéma sous une dictature. Avant de vous parler de ce trésor de cinéma qui est à ce jour l'unique Palme d'Or remportée par la Russie, partons à la rencontre de son réalisateur qui a un parcours assez caractéristique de ceux des cinéastes soviétiques de la même période, entre tentation de liberté et loyauté envers le régime. Mikhaïl Kalatozov est né en Géorgie. Il entre dans le monde du cinéma d'abord comme acteur, puis il devient chef opérateur sur une douzaine de films, et nous voilà arrivés dans les années 30. Les avant-gardes nées en Europe arrivent en Union soviétique. Kalatozov s'y intéresse. Il est notamment proche des mouvements formalistes. Dans les grandes lignes, le formalisme en art consiste à préférer des questions de forme plutôt que de fond. On peut le relier aux théories de l'art pour l'art, par exemple. Pour les formalistes, l'art n'a pas besoin de porter un message, il ne doit pas avoir de but ni de visée sociale quelconque. Donc autant dire qu'en URSS, faire de l'art pour la pure forme, sans message, ça ne passe pas tellement. Kalatozov commence à monter une fiction, mais le pouvoir la censure pour formalisme, justement. Il arrive quand même à réaliser un documentaire, mais son film suivant est interdit, de nouveau pour formalisme. Kalatozov est même privé de réalisation, il est relégué dans un poste obscur de l'administration. Dans les années 40, il part aux États-Unis, non pas pour s'exiler, il faudrait pas le voir comme un opposant au pouvoir soviétique du tout. En fait, il est attaché culturel à Los Angeles pour le compte de l'URSS, et puis il devient vice-ministre du cinéma après la guerre. Il retrouve le chemin des studios à cette période, en rejoignant Mosfilm. Mosfilm, c'est le principal studio de cinéma soviétique qui a produit quantité de chefs-d'œuvre allant du cuirassé Potemkin d'Eisenstein au film d'Andreï Tarkovsky. Mais c'est en 1957 que Kalatozov devient un cinéaste reconnu grâce à Quand passent les cigognes, Palme d'Or à Cannes. Son autre film le plus connu, c'est Soy Cuba, un documentaire de 64 sur la révolution cubaine qui est longtemps resté inaccessible, mais comme il a été adulé par Coppola et Scorsese dans les années 90, on a réussi à le restaurer et aujourd'hui il n'est pas rare de le voir programmé dans les cinémas du quartier latin. Enfin, Kalatozov meurt en 73 à 69 ans à Moscou. Donc maintenant on sait qui est le bonhomme, découvrons son film Quand passent les cigognes. Alors, c'est l'histoire de deux jeunes amoureux dans les années 40, Boris et Véronica, surnommés l'écureuil. Ils parlent de mariage, regardent les cigognes passer au-dessus de Moscou, puis un jour de juin 41, l'URSS entre dans la Seconde Guerre mondiale. Boris se porte volontaire, Véronica reste à l'arrière, elle est recueillie par la famille de Boris, attend ses lettres impatiemment. Et je n'en dis pas plus parce qu'il se passe beaucoup de choses dans ce film et je ne veux pas risquer d'en dévoiler trop. C'est donc une histoire d'amour dans un film de guerre, et l'une des grandes originalités du film réside dans le mélange des tons. En fait, le film a un regard poétique et léger sur le monde, le regard des amoureux, on pourrait dire, et dans le même temps, il a un profond désir d'aborder avec réalisme la guerre. Il faut avoir en tête que c'est un film de 1957, tourné sous le régime de Nikita Khrouchtchev pendant ce qu'on a appelé le dégel. Donc c'est vraiment un film qui aurait été impossible avant parce qu'il ne représente pas un élan patriotique. Quand passent les cigognes n'est pas un film de propagande pour l'armée rouge. En fait, on y voit même des Russes s'agacer de la guerre, retenir leurs fils de s'engager. Et puis la réalité de la guerre à l'arrière ne nous est pas épargnée. Privation, bombardement de villes, destruction de bâtiments. Mais malgré tout, ces moments réalistes n'empêchent pas l'aspect fantaisiste et libre du film, notamment grâce à la mise en scène. Quand passent les cigognes fait partie de ces films, comme, je pense, Les ailes du désir de Wim Wenders, dans lequel on est absorbé par une histoire prenante et paradoxalement, on ne peut pas s'empêcher de se demander devant chaque plan comment une caméra peut-elle faire ça. Le film comprend une quantité astronomique de plans, sur le papier impossible et techniquement époustouflant, pas très loin d'Orson Welles. Les plus cinéphiles d'entre vous penseront sûrement à Max Ophuls, le grand maître du plan séquence à la caméra déchaînée, et ceux à qui le nom de Max Ophuls ne dit rien pourront le découvrir dans un épisode précédent des Bobines partagées, bien sûr. Dans les années 50, les caméras étaient moins légères qu'aujourd'hui, ce qui empêchait normalement la fluidité des mouvements. Et évidemment, Kalatozov va n'en faire qu'à sa tête, et dans Quand passent les cigognes, il y a plusieurs scènes où la caméra suit son héroïne dans des foules avec des centaines de figurants entassés. On suit l'héroïne d'abord dans un bus, la caméra est presque collée à son visage, on descend, on court dans la foule avec elle, on se fraye un passage entre les corps, on lutte. La caméra transmet tous les efforts de son héroïne. Donc non seulement les mouvements sont assez virtuoses, mais le directeur de la photographie, Sergueï Ouroussevski, a vraiment le chic pour trouver des plans assez dingues, des angles super curieux. Par exemple, on a souvent une caméra collée au visage d'un personnage, ce qui donne cet aspect surréaliste et fantaisiste que j'évoquais tout à l'heure.
Ça fait parfois penser au film de Michel Gondry par moments, je trouve. Il y a un moment, pour n'en citer qu'un seul, qui est emblématique de la liberté formelle du film. C'est le moment où Boris, l'amoureux, court dans les escaliers rejoindre sa dulcinée, fou de joie. Et la caméra monte, tout en tournant à toute vitesse, on ressent toute la précipitation de l'amour dans cette scène virevoltante. Et d'ailleurs, il se trouve par un hasard étonnant que Claude Lelouch, alors jeune cinéphile, était en Russie à cette époque, et il a filmé le tournage de cette scène. On avait construit une tour en acier, où la caméra était sur une nacelle, et l'ensemble tournait et s'élevait comme un ascenseur. Enfin, un truc complètement délirant, en somme. Et le film comprend quantité de plans de ce genre, qui ne sont pas juste des bijoux d'inventivité formelle, mais portent réellement le souffle du film. Ces explorations esthétiques ne sont pas toujours fantaisistes, Il y a vraiment des moments mélodramatiques dans le film. Je n'en révèle pas plus sur l'histoire, mais il y a un moment tragique où un personnage imagine ce qu'aurait pu être sa vie, et arrivent des plans en surimpression sur son visage, des plans oniriques qui sont assez déchirants. Donc ce film est une vraie pépite, un film de guerre réaliste en même temps que profondément original, virtuose sans être pédant, et surtout c'est un film qui est très accessible, visible par tous, ce serait donc dommage de s'en priver. Il faut savoir que les éditions Potemkin ont sorti une version DVD avec le film restauré. L'image est magnifique, et il est fort à parier que cette édition se trouve dans votre médiathèque, en tout cas c'était le cas pour la mienne. J'espère que cet épisode des Bobines partagées vous aura donné envie de voir ce film merveilleux, bien loin des clichés qu'on pourrait accoler au cinéma soviétique, avec une vraie liberté dans la forme mais aussi dans le fond. Cet épisode n'aurait pas pu voir le jour sans l'aide immense et merveilleuse de mon compagnon et comparse, que je remercie une nouvelle fois, ainsi que Radio Fréquence qui diffuse nos podcasts. Quant à moi, je vous dis à l'année prochaine pour de nouveaux podcasts, des formats inédits et quelques petites transformations. Je n'en dis pas plus, à très bientôt.